Alors, là on a gardé un petit peu plus de schémas, etc. Donc si vous n'avez pas le temps de faire les schémas, c'est pas grave, je préfère que vous écoutiez, vous compreniez, parce que cette conférence est filmée, donc peut-être vous pourrez la revoir et mieux comprendre. Il faut un petit peu de temps pour faire tout ça. Ok, faites comme ça vous arrange. Donc vous avez donc l'idée que ça ne gaspille pas. Donc toujours cette substance blanche, c'est-à-dire ces cellules nerveuses concentrées. Et donc là on a des flèches qui sortent de l'extérieur. Voilà les déperditions d'énergie qui sortent de la substance blanche vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont pomper. Vous allumez votre batterie de voiture, il y a le moteur, vous rallumez les phares, la radio, la clim. Et bien vous voyez simplement votre ralenti il commence à descendre parce que ça pompe dans l'énergie. Là c'est à peu près pareil. Okay, donc on va commencer par le basique. Là où on a plus de chances quand même d'avoir une façon de réagir et de le régler. Donc là, on a le système nerveux organique, c'est l'activité végétative, ok, c'est le bas, système nerveux, qu'on a vu tout à l'heure, le moteur physiologique. Et donc, dans les modes de déperdition, on va commencer par le plus bas pour aller crescendo. Je sais pas, on voit au fond, ouais, je parle. Donc vous avez le surmenage sexuel. Le surmenage sexuel, qui n'est pas la majorité des déperditions d'énergie, bien sûr, c'est évident. Mais ça concerne quand même une tranche d'âge, 25, 35. L'idée que ça peut avoir une déperdition d'énergie, c'est simplement que la fonction endocrine, la fonction sexuelle, va innerver, va commander aux autres fonctions endocrines. Et donc, si trop d'énergie sont captées de reproduction, etc., c'est de l'énergie qui est prise autre part pour maintenir celle-là. D'accord ? Donc, c'est assez rare, mais elle existe quand même, parce que finalement, faire l'amour, il n'y a rien de mieux, mais d'une façon beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, ça existe quand même, ça épuise aussi le système nerveux, et donc surtout le système endocrinien à ce niveau-là. Vous avez aussi, donc, dans les déperditions d'énergie, donc le surmenage physique. Parce que quand on parle dépression, on parle souvent de psychasthénie, c'est-à-dire de fatigue nerveuse, psychique. Mais l'asthénie, qui est la fatigue, ça existe. Ça existe, on la met souvent de côté en disant ben non, je ne suis pas fatigué, il ne faut pas être fatigué, on vit dans le monde moderne, on n'est pas fatigué. Mais si. Ça, on peut retrouver ça chez les sportifs. Le sportif, simplement pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'on a toujours entendu parler d'un grand sportif qui avait fait une dépression à la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait tellement demandé à son organisme qu'au bout d'un moment, son organisme, il a lâché. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais ça existe quand même sur le plan sportif. Après, vous avez, donc là, plus commun quand même, des travailleurs manuels. À notre époque, il y a de moins en moins de gens qui travaillent avec leur corps. Mais il y en a encore. Il n'y a qu'à regarder là où on recrute toujours, c'est dans le bâtiment, c'est dans la restauration. Ce sont des métiers très durs. Si on est dehors toute la journée avec un pinceau sur un échafaudage ou en train de courir dans une salle de restaurant, à 25 ans, ça va, mais en avançant dans l'âge, c'est plus dur. Et donc là, on peut avoir du surmenage physique dans une profession, ou même des gestes répétés. À un poste où forcément vous ne courez pas, mais vous faites des gestes répétés, etc. Et ça fatigue. Hein, si vous faites 4000 fois par jour, je pense à une caissière par exemple, qui fait ça comme ça, au bout d'un moment, ça tire sur les épaules, ça tire sur la nuque, ça fait mal à la tête. Et on se dit, ah mais j'ai mal à la tête. Non, j'ai mal à mon travail en fait. Donc on peut avoir donc, dans le travail, et puis on va l'avoir d'une façon beaucoup plus courante chez la femme. Parce qu'une femme a exactement les mêmes muscles qu'un homme, sauf qu'elle est moins prédisposée à les développer. Donc il y a moins de force, il y a peut-être aussi un peu moins d'endurance. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais c'est surtout que la femme, à notre époque, on va lui demander beaucoup. On lui demande beaucoup plus. Au début du siècle, peut-être au début du 1900, la femme, c'était simple, restait à la maison, on s'occupait de ses enfants et de sa maison. C'est déjà du travail. Alors qu'à notre époque,
Les femmes veulent travailler, c'est sûrement un bien, mais en plus, il faut qu'ils travaillent, mais il faut qu'ils fassent en plus un truc super intéressant. Il faut qu'ils aient un travail qui les prenne, qui soit rentable, qui soit intéressant. Mais cela dit, quand ils rentrent le soir, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est eux qui vont faire les courses, c'est eux qui s'occupent des enfants, et s'il y a l'aspirateur à sortir, c'est souvent la femme qui le fait. Donc la femme peut plus rapidement puiser dans ses réserves physiques en étant surmenée, sans penser que ça vient du physique, mais d'aller chercher les enfants à l'école, aller prendre les courses, porter, etc., de s'occuper de tout ça. Donc on a du surmenage physique qui concerne la femme. Dans l'ensemble même, la dépression, la fatigue nerveuse, plus de femmes sont touchées que les hommes. Donc ça peut aussi venir un petit peu de là. Et donc on va avoir, en troisième cause sur le plan organique, la digestion. Cette partie-là est très intéressante. Cela, on en parle parce qu'il faut en parler, mais celle-ci est très intéressante parce que finalement, lorsque vous mangez, la digestion va capter, déjà c'est le cerveau, l'hypothalamus qui envoie l'impulsion, etc. Et donc, la digestion, c'est un estomac, c'est un pancréas, c'est un foie, c'est beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, ça détourne l'énergie qui se concentre ici, sanguin d'abord, et puis après nerveux. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Si on mange normalement, une digestion c'est 3, 4, maximum 5 heures. Donc si on fait juste 2, 3 repas par jour, c'est ce qu'il faut à l'organisme. Après, tout dépend de ce qu'on met dedans. Pour essayer de voir si vraiment on a suffisamment d'énergie nerveuse, si on en a un petit peu sous le pied, essayez de voir, quand vous mangez le soir, si après vous êtes stone, vous êtes assoupi, vous endormez devant la télé, etc., c'est pas un bon signe d'énergie nerveuse, ça plombe. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que cette énergie, elle est captée vers le système digestif, et donc elle vide la tête. En même temps, ça fait du bien, on ne pense plus, etc. Sauf que le processus fait que on va comprendre comme ça que ça pompe beaucoup trop d'énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui s'endorment ou qui s'assoupissent après le repas du soir ou même du midi? Ouais. Okay, voilà. Donc c'est pas un signe de bonne vitalité sur le plan nerveux. L'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qui pense beaucoup trop, tout le temps, il mange une pomme et demie et ça y est, c'est indigeste, il n'arrive pas à digérer, etc. Donc il faut voir un petit peu comment ça, c'est un petit peu capté. Et malheureusement, quand on n'est pas bien, quand on manque d'énergie, on parle donc de fatigue nerveuse, donc on parle d'énergie, on simplifie ça, et les gens pensent que le manque d'énergie, c'est il faut manger, oh, t'es fatigué, mange quelque chose. Voilà. Donc il y a systématisation, puis dans notre vie, on a beaucoup de frustration, et donc le frigo est devenu un petit peu, oh frigo, oh mon frigo, un peu la solution à tout, et puis le grand espoir. Si, peu importe ce qu'on a besoin, on ouvre le frigo, il y a peut-être une réponse dedans. Ok, c'est de la lumière, et donc lorsqu'on n'est pas bien, on va avoir tendance à se réconforter, à tenter de se réconforter en mangeant un petit peu plus à chaque fois. Donc ce réconfort, il est somme toute temporaire, puisque finalement ça va pomper énormément dans la fatigue nerveuse, dans l'énergie nerveuse, pour digérer. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Ok? Donc si on fait que 2, 3 repas par jour, en fonction de la composition, on ne va pas trop rentrer dans les détails, ça peut gérer, quoi. Mais souvent, on n'y pense pas. Et souvent, on va faire pratiquement du non-stop alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à l'idée qu'on vient de manger. On a mangé vers, je sais pas moi, midi et demi, 13 heures. Donc ça fait 2 heures. Donc l'organisme programme une digestion en fonction de ce qu'il y a. L'acide chlorhydrique, il y a des récepteurs, les informations se font. Et donc l'organisme, le cerveau, programme, comme un fichier informatique, une digestion. Et donc c'est parti pour la digestion. Mais si, au moment où vous digérez, vous remangez quelque chose, 2-3 heures après, en disant, bon, allez, j'ai bien mangé à table, puis après je me mets devant la télé, tiens, il n'y a pas des chocolats, ou on va se grignoter un petit gâteau, un machin.
Le moindre gâteau, dans un gâteau, un petit lu n'importe lequel, il y a du sucre, il y a de la protéine, quelques protéines, et il y a des lipides. L'organisme, il ne fait pas la différence entre le petit lu et le steak. Lui, c'est la composition chimique de ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la digestion. La digestion s'arrête. Donc ce que vous avez mangé, ça fermente, c'est moins bien assimilé. Ça fermente, donc ça se traduit par des gaz, par des ballonnements. Et si ça ne se traduit pas comme ça, dans l'ensemble, c'est moins bien assimilé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il bloque cette digestion, et puis hop, il en reprogramme une autre. Il est obligé, il fait ce que vous lui dites, donc il reprogramme. Et donc en reprogrammant même ce petit lu avec le café et le sucre dedans et le chocolat, pour lui c'est une digestion. C'est une digestion. Système nerveux, il relance la digestion, etc. Donc là, vous pouvez être en non-stop alimentaire toute la journée. Le petit truc, le petit goûter d'après-midi, le repas du soir avec le petit goûter en regardant le deuxième film et choses comme ça. Vous pompez une énergie incroyable au système nerveux qui est obligé de relancer constamment. Donc déjà, lui, ça l'épuise. Et en plus, vous épuisez les glandes endocrines qui sont faites comme tout ce qui vit. Action, repos. Comment un pancréas il va se régénérer si toute la journée il est obligé de pulser de l'insuline constamment pour réguler le taux de sucre? Il le fait, mais il fait ce qu'il peut. Et à un moment il ne peut plus. Après on se dit mais tiens, j'ai un diabète, j'ai 30 ans. Et avant ce genre de maladie, ça n'arrivait pas déjà. Et puis ça arrivait à 60, 70 ans, on avait ce genre de truc. Maintenant on peut avoir des pathologies irréversibles sur le plan digestif très tôt. On va enlever une vésicule biliaire à 25 ans, j'ai déjà vu ça, c'est fou. Mais parce que l'organisme n'est pas une poubelle, et tout ce que vous mettez, il est obligé de le traiter. Et donc de manger trop, et trop souvent, donc là on ne parle plus de digestion, on parle d'indigestion. Non seulement vous fatiguez le système nerveux, vous fatiguez le système endocrinien, et en plus ce que vous mangez n'est pas si bien assimilé. Vous voyez, sur le plan génétique, on est plus programmé pour le manque que pour l'abondance. C'est-à-dire, si on fait un petit retour dans l'histoire, à la préhistoire, l'homme préhistorique, il ne mangeait pas 3 fois par jour avec un petit goûter à 4 heures. Hein. Si il mangeait un jour sur 2, il devait être content. Vous voyez, donc on est plus programmé pour le manque que pour l'abondance. Pas parce que je le dis, parce que nos maladies de civilisation ont un rapport direct avec l'alimentation. Je vous apprends rien. On dit maladie de civilisation, donc civilisation, mode de vie. Dans le mode de vie, on a quand même beaucoup l'alimentaire. C'est en ça que je dis, bien manger, c'est compliqué. Parce que si on est affaibli et qu'on mange mal, entre une salade de fruits et puis un éclair au chocolat, un café, etc., il y a des différences assez fondamentales dans l'aspect de nutrition, mais en plus dans la façon dont vous allez, entre guillemets, intoxiquer votre organisme par des colorants, par des toxines, par des pesticides, etc. Parce que l'idée de manger 5 fruits et légumes par jour, ça ne vient pas des naturopathes, ça vient de l'État. Il faut voir ce qu'il y a dans les fruits et dans les légumes. Ça dépend où vous les achetez. Voilà. Okay. Donc cette partie-là est vraiment intéressante. Et si vous vous intéressez au phénomène, vous verrez simplement que la restriction calorique, la simple restriction calorique, est un signe de longévité. On n'a jamais vu un vieillard de 100 ans obèse, ça n'existe pas. Il est tout petit, et tous les gens qu'on voit qui ont dépassé la centaine ou 90 ans, je parle en bonne santé bien sûr, je ne parle pas à l'été, sont des gens qui mangent moins. Donc, penser que en mangeant, on va trouver de l'énergie, oui et non. Oui et non. Oui, il en faut, bien sûr. Sauf qu'il faut bien faire attention, ce paramètre-là, si on est déjà sensible sur le plan nerveux, se sent fatigué, l'énergie, elle n'est pas là. Si vous faites courir un chien toute une journée, il rentre, la première chose qu'il fait, il boit un coup, et après il va se coucher. Et après il ira manger. Mais il ne se précipite pas. Alors que nous, on va plutôt se frigo, au mon frigo, et on va souvent voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est une habitude, c'est un réconfort, mais le frigo, il n'a qu'une seule réponse à vous donner dans l'ensemble, c'est celle de vous alimenter. D'accord? Donc c'est assez compliqué. Donc ça, vraiment, pompe de l'énergie, même si je le répète, c'est pas l'âge, c'est parce que c'est vraiment important. Voilà. On peut vivre dans la restriction
voilà, commencer doucement, on s'aperçoit, puisque tout vient d'une énergie, bah, moins on en pompe quelque part, plus ça s'équilibre. L'idée c'est que ça s'équilibre, après ça dépend des natures. Il y a des gens qui peuvent manger un petit peu plus que d'autres. Est-ce que cette partie-là est simple à comprendre pour tout le monde? Je ne sais pas si vous avez de l'eau, mais... Alors en matière de déperdition, donc c'est là où vous pouvez agir le plus. En prenant des mesures et en essayant. En fait, il suffit d'essayer les choses pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Il faut les essayer suffisamment longtemps.